Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels qui vous revient pour une nouvelle émission. Il y a 2 semaines, on était dans l'espace lointain, très lointain, à la découverte de grandes et nouvelles galaxies avec l'Enterprise, Picard, Kirk et tous les autres. Et cette semaine, univers complètement différent. On reste sur de la pop culture américaine, mais on n'est pas du tout dans le même paradigme. Là, on va parler comics. Quand on pense aux comics, on pense souvent à 2 boîtes, Marvel et DC. Aujourd'hui, on va parler de DC. Et quand on pense à DC, on pense à 3 super-héros particuliers. Batman, Superman et bien sûr Wonder Woman, et c'est de elle dont il s'agit aujourd'hui parce qu'on fête ses 80 ans, la sortie du film Wonder Woman 1984 en Blu-ray et en arrivée enfin en France après quasiment 4 mois et demi de retard sur les États-Unis. Et pour ça, j'ai envie de dire, on est avec une superbe brochette d'invités de chroniqueurs. Je commence par mes chroniqueurs très vite. Déjà, on a Karl, notre expert comics. Comment ça va, Karl ? Bah ça va, il y a 2 semaines j'ai dû réviser 800 épisodes, là j'ai dû réviser 1000 comics, je suis fatigué. Ça ne m'étonne pas, oui. Tu nous as dit, tu as lu tous les comics Wonder Woman jamais sortis. Tous ceux de la continuité principale. Tu n'as jamais lu ma fanfiction personnelle, du coup. Non, merci, jamais. Très bien. En plus, à nos côtés, on a aussi dans nos chroniqueurs Océane. Comment ça va, Océane ? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va, bah écoute, ça va. Tu es prête aussi à parler de Wonder Woman ? Oui, je suis prête à parler d'une grande amie que j'aime beaucoup. Ah, c'est ta pote ? Bon, bah on en reparlera alors, écoute, très bien. Et dans nos invités, on a eu encore une fois des super invités qui ont répondu présent et j'en remercie. D'abord, on a Vesper. Bonjour Vesper. Bonjour, merci pour l'invitation. Eh ben Vesper, tu es vidéaste pop culture et on avait voulu te recevoir il y a un peu plus d'1 an et quelques pour parler de Bong Joon-ho, parce qu'on sait que tu étais très fan aussi, et ça n'avait pas pu se faire malheureusement. Donc je suis très content qu'enfin l'invitation a pu se faire pour qu'on puisse parler ensemble d'un sujet qui te passionne, j'ai envie de dire, parce que tu as déjà fait des vidéos sur le sujet plusieurs fois. Oui, moi aussi. Bah... Bon, écoute. Et on parle de comics, j'ai envie de vous dire, quand on parle de comics, il y a un site qui revient souvent dans les têtes, c'est Comics Blog, et du coup on a Arnaud Kikou avec nous, qui est le rédacteur en chef de Comics Blog, journaliste, et qui est aussi créateur et animateur du podcast First Print. Comment ça va, Arnaud ? Ça va très bien, je te remercie. Merci pour l'invitation, ça me fait plaisir de revenir chez Hyperlink pour toujours parler de bande dessinée et de personnages qui sont cool. Ah oui, toi en plus on t'a déjà reçu plusieurs fois, hein. C'est pas comme Vesper, c'est la première, donc c'est vraiment cool. Et on a en plus un plateau dont, en termes de chroniqueurs, on a une mixité partagée, ce qui est parfait pour parler d'un personnage qui est une icône, il faut le dire. Et j'ai envie de dire, on va commencer tout simplement par définir qu'est-ce que c'est que Wonder Woman, donc l'origine du personnage et son créateur. On va commencer avec Karl. Karl, est-ce que tu peux nous définir qui c'est Wonder Woman ? Alors Wonder Woman, c'est la princesse des Amazones qui a eu plusieurs versions à travers les années, mais son pitch de base, c'est qu'elle a pour mission de quitter son île paradisiaque où il n'y a que des femmes pour aller dans le monde des hommes, le monde patriarcal, pour leur enseigner la voie des Amazones, pour leur montrer le chemin de la paix, de la compréhension et de l'amour universel. Et pour ça, on envoie Wonder Woman qui devra être le symbole de tout ça et une ambassadrice de ces valeurs à travers le monde. D'accord, ça, donc c'est ça pour c'est le shtick de base. C'est la toute base lors des premiers comics. C'est ça, avec la volonté de William Moulton Marston, son créateur, de créer un personnage auquel les petites filles puissent s'identifier, qui puissent leur dire vous pouvez faire n'importe quoi. Wonder Woman quand elle veut être guerrière, est une grande guerrière. Quand elle veut être ambassadrice, est une grande diplomate. Quand elle veut être autrice, écrit superbement bien. C'est un personnage que Marston décrivait lui-même comme de la propagande pro-féministe. Ah bah, parfait, dis donc, ça commence bien. On commence tout de suite sur la propagande. Ah bah bravo. C'est lui qui disait. Oui, forcément. Et ça rapporte les paroles des autres. Ce n'est pas bien, monsieur Karl. Bravo, honte à vous. C'est lui qui a dit. Vesper, on parle donc de Marston, c'est quand même un mec assez à part, j'ai l'impression, que ça soit en général ou même dans l'univers des comics. Est-ce que tu peux nous décrire un peu plus qu'est-ce qu'il faisait, la particularité de cet homme en fait ? Ah bah oui, effectivement, notre cher William en fait était psychologue, ce qui est peu commun pour un auteur de BD. Et surtout, on va dire que deux aspects de sa vie très importants ont directement influencé sur Wonder Woman. Le fait qu'il soit connu pour avoir vécu dans un ménage à trois, enfin un trouble, c'est peut-être un terme plus joli que ménage à trois.
et le fait qu'il soit entre autres le créateur d'un détecteur de mensonges. Alors pas exactement celui qui est utilisé de nos jours, si j'ai bien compris, mais en tout cas une des versions. Hein. C'est comme la France qui a inventé Internet, c'est la même chose, c'est toujours les gagnants Je pensais... dans l'histoire. Et c'est... Oui, je pensais pas entendre ça, mais oui, bonne comparaison. C'est l'histoire, hein, sympa. Et effectivement, il était en ménage à trois, donc avec 2 autres femmes, dont l'une va lui inspirer directement le personnage de Wonder Woman, qui était Olive Byrne, dont la tante était en fait féministe. Donc voilà, les mots qui fâchent. On en reparlera après, mais elle est co-scénariste. À la fois son mode de vie. Elle est co-scénariste, il me semble, un moment après, sur Wonder Woman. Exact. Donc c'est plus son épouse, si je ne m'abuse, vous allez pouvoir me corriger, plus Elizabeth Holloway qui est un peu plus là-dessus. Mais donc du coup effectivement, et le détecteur de mensonges, de là à parler du lasso qui fait dire la vérité, il n'y a qu'un pas très simple à Arnaud, je t'ai vu bondir quand je parlais de scénariste co-scénariste. Du coup, donc c'est plus la femme de Marston qui serait co-scénariste et Byrne était plus une inspiration, ou est-ce que c'est vraiment, on peut parler d'une osmose, un mélange entre les trois qui permettait la création de ce personnage? Il y a clairement un mélange entre les trois de toute façon, mais c'est vrai que même à la base, quand William Moulton Marston voulait créer un personnage de bande dessinée, c'est sa femme Elizabeth qui lui a dit ce serait bien que ce soit une héroïne. Mais on sait aussi que un peu l'apparence physique et certains des apparats de Wonder Woman lui étaient inspirés donc de Olive. Et il y a même une 4e personne dans l'équation dont on a tendance à oublier le nom et qui est revenue en fait sur le devant de la scène il y a quelques jours puisqu'elle est décédée à l'âge de 17 ans. Donc c'était une femme qui s'appelle Joyce Hummel et qui en fait a coécrit beaucoup de numéros de Wonder Woman du vivant de Marston, notamment dans les dernières années quand celui-ci était malade. Et même à sa disparition en 1947, c'est elle qui a écrit toute seule plusieurs numéros de Wonder Woman avant que ce soit Robert Kanigher qui reprenne vraiment officiellement le pas. Le truc, c'est que tous ces numéros qu'elle a écrits de son vivant, en fait, ça n'a jamais été officialisé. En fait, elle a été complètement invisibilisée à l'époque. Et c'est pourtant la première scénariste de Wonder Woman. Et c'est quelque chose que même moi, de mon côté, j'ai appris en fait sur le tas il y a pas si longtemps que ça. D'accord, oui, c'est un peu comme pour Batman où il y a eu récemment des petits micmacs pour redire qui étaient les créateurs originaux, qui étaient les co-scénaristes, j'ai bien suivi. C'était quand même il y a 5 ans déjà quand même, mais effectivement la place de Bill Finger dans la création de Batman avait été mis au second plan pendant beaucoup trop longtemps, et que ça fait que depuis 5 ans maintenant que les crédits le nomment à côté de Bob Kane maintenant. Très bien. Océane, toi, je sais que t'es plutôt fan du personnage. Déjà, je voulais savoir comment tu l'avais découvert et quelle est pour toi la place de Wonder Woman en tant que héroïne, parce que c'est quand même un personnage à l'époque hors norme, même pour les autres personnages féminins. Eh ben, c'est simple, moi je l'ai découverte dans la Ligue des Justiciers, le dessin animé. Et en fait, à l'époque, ce qui m'avait choqué, c'est que tous les dimanches matins sur France 3, il y avait F3X qui diffusait tous les dessins animés de super-héros de l'époque. Et t'avais le dessin animé Batman, t'avais le dessin animé Superman, et je me disais, mais elle est où Wonder Woman en fait? Et la seule fois où on la voyait en team-up, c'était dans ce dessin animé-là. Et tout de suite, elle m'a beaucoup séduite parce qu'elle était hyper forte, qu'elle arrivait à bien se battre comme les autres, qu'elle avait du répondant, et ça a été tout de suite pour moi un personnage hyper cool. Quand j'étais petite, je comprenais pas encore forcément ses dimensions féministes, et c'est un peu venu sur le tard, mais dans tous les cas, j'ai trouvé déjà qu'il y avait des petites graines qui étaient semées, et que c'était plutôt sympa à voir. Et effectivement, pour moi, la place que Wonder Woman elle a, c'est qu'elle fait partie de la trinité de DC au même titre que Superman et Batman. Et c'est peut-être inédit par rapport à Marvel où la trinité, c'est Captain America, Thor et Iron Man. Et en l'occurrence, c'est peut-être la femme la plus emblématique de l'histoire des comics. Et même si elle est encore en minorité dans la trinité d'ici, au moins elle est là, tu vois. Je trouve que c'est quand même un peu moins misogyne que la trinité Marvel où il y a que des mecs. C'est déjà, tu m'apprends un truc, moi j'aurais jamais pensé qu'il y avait une trilogie de personnages Marvel, mais
Mais après, je suis d'accord avec toi que Wonder Woman, pour moi, est le personnage de comics féminin le plus connu et le plus reconnu dans le monde entier. Et d'ailleurs, on va y venir tout de suite dans ses origines. On l'a dit, c'est un personnage de propagande, un personnage de 1941, donc elle est faite pour l'effort de guerre, entre autres, mais pas que. Marston, il lui ingère quand même dès le début des origines mythologiques, et donc, comme on l'a dit, féministe. Comment ça se passe au début, j'ai envie de vous dire, ce côté propaganda, comme l'a été Captain America Arnaud? Le truc, c'est que, alors, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Océane, c'est vrai que, en fait, tu n'identifies pas forcément la trilogie telle que Océane l'évoque, tu la vois vraiment par rapport à ce que le MCU surtout a apporté. Mais c'est vrai que dans les comics, quand tu regardes aussi les personnages les plus populaires dans l'historique, ouais, t'as effectivement Captain America, et sinon, bah, c'est Fantastic Four ou Spider-Man ou les X-Men. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu énormément de personnages féminins à ce point mis en avant, et là-dessus, c'est clair que DC marque un point. Et puis, alors après, sur la propagande féministe, ben, en fait, c'est ce qu'un peu disait Karl avant, c'est que Marston était, j'ai envie de dire, convaincu que la femme était l'avenir de l'homme. Enfin, que la femme est l'avenir de l'homme même. Et donc, c'est en fait, à partir de ce moment-là, c'est une idée qui était inscrite dans ses comics dès le départ. Et alors, après, il y avait tout un rapport des thématiques un peu curieuses par rapport à l'aspect soumission, notamment en fait, où en fait c'est pas justement, se soumettre ou se laisser entraîner, c'est pas forcément de se soumettre à quelqu'un par faiblesse, mais que c'est une force en fait de pouvoir faire ce genre de choses. Et donc c'est tout un tas de thématiques qu'il avait à cœur et qui mettait dans ses bandes dessinées, alors qu'elles n'étaient pas forcément raccord avec les mœurs de son époque. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tendance maintenant à oublier. En tout cas, les jeunes générations de lecteurs de comics l'oublient, mais à la base, en Wonder Woman, il y a une énorme notion de SM et surtout de ce qu'on appelle le shibari, l'art des cordes. Et donc, est-ce que Vesper, tu trouves que ça se sent maintenant dans ce que l'influence a été? Parce que il reste quand même le lasso, mais je suis pas sûr qu'on peut parler de SM à ce niveau-là. Oui, non, je pense que maintenant, c'est... Non, vas-y. Pardon, la vraie... Cette notion-là va plus parler effectivement aux plus vieux fans, no offense, mais effectivement à ceux qui ont lu vraiment les premiers comics, ou même de un peu de la série télé à l'époque. On aura le temps d'en reparler, mais c'est Daniel Andreev que j'embrasse, qui est un énorme fan de Wonder Woman, qui me montrait aussi un peu les best-of un peu de tous les moments où Wonder Woman est attaché. Et emprisonné ou ce genre de trucs attachés même dans la série télé. En fait, il y a des gens qui font des best-of sur YouTube, donc c'est dire à quel point ça a marqué même un peu plus récemment que dans les années 40. Mais maintenant, tu mets n'importe qui devant les films de Snyder, t'as aucun moyen de te douter qu'il y avait toute cette idée derrière, quoi. Effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose après, qui a disparu. À voir si c'était vraiment un kink. Est-ce que ça a toujours été est-ce que ça a été vraiment revendiqué, donc c'était vraiment un kink de Marston ou pas, mais en tout cas c'était pas très difficile à remarquer à l'époque. Karl, tu dis oui de ta belle voix de baryton. Toi qui as lu tout Wonder Woman, est-ce que tu trouves que cet rapport Shibari SM rentre dans la narration de Wonder Woman? Est-ce qu'il y a un rapport domination-soumission avec ce personnage qui est présent dans les intrigues même? Clairement, dès les premières histoires, par exemple les bracelets qu'ont toutes les Amazones, dont le sens a évolué au fil des années, sont des rappels de l'époque où elles se sont laissées berner par Héraclès, et que pendant ses 12 travaux, et qu'il les a réduites en esclavage pour voler la ceinture d'Hippolyte. D'accord. Les bracelets sont un rappel permanent de ce qui se passe quand elles se soumettent aux hommes. Si Wonder Woman se laisse capturer par un homme dans les premières histoires, elle perd ses pouvoirs. Totalement. Ah oui, d'accord, c'est vraiment très... Ça me rappelle, c'est un peu hors série, mais ça me rappelle un manga où c'est une sorcière, et si jamais elle couche et qu'elle perd sa virginité, elle perdra tous ses pouvoirs. Donc pour rester la plus puissante des sorcières, elle doit s'éloigner de tout ce qui est lié à l'amour et au désir sexuel, quoi. On retrouve un peu cette idée, du coup, dans ce que tu me dis, dans le sens, faut pas qu'elle se laisse abandonner au désir humain, surtout vis-à-vis des hommes, quoi. C'est moins de se laisser capturer, enfin être en position de faiblesse par rapport à un homme. Et en même temps, les moments où elle se fait capturer, elle est représentée comme
prenant ça comme un jeu. Elle sait qu'elle va arriver à se libérer, que en soi elle est pas vraiment en danger, comme disait Arnaud. Et c'est aussi pour ça que c'est pas trop resté dans les concepts, c'est que Marston avait toute une philosophie autour de la soumission et de la domination, d'une soumission aimante, où en se soumettant on a toujours la possibilité de redevenir dominant si jamais on est attaqué, enfin si jamais on prend parti, on tire avantage de notre faiblesse, excusez-moi. Ouais. Mais en même temps, tant qu'il n'y a pas besoin d'être le dominant, autant être soumis avec les valeurs traditionnelles qui vont avec, de compassion. Et c'est plutôt une idée de ne pas... Plutôt que d'être le tigre, être le mouton, quoi. Le loup être le mouton. D'accord, ok, je vois l'idée principale. Là, on parlait des bracelets des Amazones, on parlait des dieux, donc on l'a dit, c'est lié à la mythologie. Océane, Wonder Woman, elle vient d'une île. Alors attends, j'oublie toujours le nom, c'est Themyscira. Ouais. Est-ce que c'est une idée d'utopie? Est-ce que c'est quelque chose de visionnaire? Pourquoi est-ce qu'on mêle super-héros liés en plus à la guerre? Parce qu'il y a tout de suite les histoires que le méchant principal dans les débuts c'est Arès. Et on le mêle à des histoires de super-héros. En fait, comment tout ça se ressent dans la narration au début? La manière dont Themyscira est une île uniquement féminine, du coup, ça renvoie un peu au fait que les femmes n'ont pas besoin des hommes pour être fortes, pour construire une civilisation, pour être hyper compétentes, savoir se battre et tout ça. Et c'est quand même un concept hyper intéressant, notamment en ce moment où on parle beaucoup de concept de non-mixité, entre guillemets. Themyscira offre une non-mixité. Et en fait, ça ne dérange littéralement personne parce qu'en soi, elles sont toutes hyper heureuses d'être là, elles n'ont pas besoin des hommes. On se devine qu'elles sont tout à fait capables d'être autosuffisantes à tous les niveaux. Ce que sous-entend un petit peu le film Wonder Woman où Diana dit clairement on n'a pas besoin des hommes pour notre plaisir personnel. Mais justement, j'aime beaucoup cette idée d'utopie parce qu'en soi, je pense que c'est le rêve de pas mal de femmes. Moi, la première, ça pourrait être intéressant d'aller faire un petit tour. Tu sais, tu prends un billet d'avion, tu y vas 15 jours et t'en reviens et t'es hyper contente. Mais l'idée même de voir une Wonder Woman qui n'est pas forcément confrontée au regard masculin et à une présence masculine en permanence, je trouve que c'est ce qui lui offre aussi une partie de son caractère, c'est-à-dire que ses aventures, ça va être d'apprendre aussi à appréhender le masculin en fait. Et en ça c'est plutôt inédit parce que jusqu'à présent, t'avais soit l'héroïne qui était un petit peu la secrétaire, soit qui était un petit peu la femme invisible, donc que personne ne voyait. Justement, c'était là le gros paradoxe de Sue Storm. Et avec cette île de Themyscira, justement, ça réaffirme aussi la superpuissance des femmes telle que Marston la concevait avec ses deux compagnes. Donc c'est vraiment, à mon sens, un des aspects les plus intéressants de Wonder Woman. Et je trouve que c'est plus intéressant de voir comment c'est mis en scène dans les dessins animés plutôt que dans les films. On va en parler, ça. Arnaud, tu me disais que Themyscira, c'était avant même de s'appeler comme ça, c'était Paradise Island. Et donc pour toi, ça illustre clairement le propos de Marston. Ouais, du coup, c'est ça, parce que dans son idée de la femme et l'avenir de l'homme, enfin, tu t'imagines bien qu'une île où il n'y a que des femmes qui s'appelle l'île du paradis, et que je vais juste le mentionner comme ça en anecdote en plus, que ça illustre parfaitement quelle conception il avait de ce que serait une société où il y aurait pas de mecs. Ça aurait pu quand même, heureusement qu'il l'a bien fait parce que ça aurait pu être à double tranchant parce que tu vois d'un point de vue très masculin, entendre l'île du paradis, une île remplie de nanas, tu vois, tu peux dire oh là là, c'est le vivier, c'est super, tu vois. Donc ouais, il a quand même eu du. Oui, mais tu vois, pour le lecteur, tu vois, il y a ce concept de fantasme, donc il a quand même eu le bol d'arriver à trouver l'équilibre entre cette idée d'île du paradis et les idées progressistes qu'il voulait amener en fait. Ouais, mais après, je pense que quand il appelle ça Paradise Island, je pense que c'est vraiment l'idée d'un paradis dans un havre de paix, en fait, tu vois, et le fait qu'il y ait que... Parce que au final, c'est les mecs qui foutent la merde, on le sait bien, tu vois. Et donc, je pense que c'est vraiment cet idéal de paix, surtout, qui est représenté là-dedans. Et est-ce et que pas ce de n'est juste que... donc c'est le paradis pour nous, tu vois, c'est pas ça. Oui. Est-ce qu'on peut parler qu'il y a que les mecs qui foutent la merde, puisque dans les premiers méchants on a dit il y a Arès, mais il y a aussi le fameux Docteur Poison qui était l'un des méchants du premier film. L'idée était peut-être intéressante aussi d'opposer directement une femme comme antagoniste principaux dans les débuts. Qu'est-ce que tu en penses, Arnaud ou Karl, l'un de vous deux? Parce que je sais que vous avez lu pas mal des premiers comics.
Après, pour moi, le truc, c'est que Dr. Poison, au final, dans tous les comics du Golden Age, il y avait des méchants nazis, surtout. C'était un peu ça le délire. Et effectivement, avoir un protagoniste féminin pour aussi illustrer une autre forme de méchant nazi, ça me paraît pas déconnant, quoi. Et puis, alors, je sais pas comment réfléchissaient les scénaristes de l'époque, mais j'imagine aussi que puisqu'ils avaient une héroïne, il fallait leur opposer des super vilaines, parce que voilà, pour une femme, il faut une femme de chaque côté. Je sais pas si c'est aller chercher plus loin que ça, peut-être que Karl a plus de créer là-dessus. Je sais pas, en tout cas la toute première histoire du Docteur Poison, le masque qu'on la voit porter dans le film, dans sa première histoire, en tant que première super vilain qu'affronte Wonder Woman, ce masque sert justement à cacher le fait que c'est une femme, et c'est une révélation à la fin. Donc pendant l'histoire d'une vingtaine de pages, on nous présente un méchant que, bon, si on a vu le film, si on connaît un petit peu le background, on sait que c'est une femme, mais pour l'époque, qu'on croit être un homme et qui se révèle à la fin, non, en fait, autant que les femmes peuvent être des Wonder Woman, autant ça peut être des Docteurs Poison. Donc je pense que c'est plus par là que serait le message que dans cette variété, oui, dans les connards, il y a aussi des femmes. Ça arrive. Vesper, je te pose aussi la question, du coup, face à ce Docteur Poison, pour toi, tu dis que c'est peut-être un catfight, c'est ça ? Allô ? Tu es mute, Vesper, tu es mute, Vesper, ouais. Voilà, ça y est, il fallait que ça arrive et c'est tombé sur moi. Voilà, je suis ravie. Un an de Zoom et je parle en mute, bref. Donc, je disais, effectivement, je ne pense pas que ce soit pour Dr. Poison à proprement parler, vu qu'effectivement, il y a eu tout ce jeu sur son genre et sur le fait qu'on pense à la base que c'est un homme. Mais pour Cheetah, par exemple, oui, c'était la réflexion un peu plus basique pour combattre une femme. Une femme, c'est mieux. Il y a le petit côté catfight, ça passe toujours très bien. Et je pense que ça donne aussi au lecteur une espèce d'impression que le combat est un peu plus d'égal à égal. C'est deux personnes du même genre, même si Wonder Woman est extrêmement d'ailleurs, puissante, je reste avec toi 2 secondes. On parle donc super héroïne, super vilaine, mais il y a aussi des super sidekicks. Et je pense par exemple au personnage d'Etta Candy, qui est quand même un sidekick assez aussi hors de toutes les normes de cette époque-là, et même maintenant encore, parce que donc c'est une femme, et en plus elle est en surpoids, il me semble. Oui, alors en plus, Etta, pour le coup, c'est vraiment un personnage un peu à part. Elle est leaduse aussi de ce qu'on appelait les Holiday Girls. C'était donc à la base une étudiante, mais après son histoire a été un peu réécrite. Elle a aussi fait partie des services secrets, donc c'est vraiment un personnage important. Et la preuve, elle fait partie des personnages qui ont été intégrés dans le film de 2017 directement. Qui était d'ailleurs adorable. Je suis vraiment beaucoup. Elle jouait très bien, oui. Donc, j'étais ravie de la revoir dans le film. Mais c'est ça, c'est aussi le côté héroïne féminine. Donc du coup, on va en profiter pour ajouter d'autres personnages secondaires féminins qu'on a malheureusement moins l'habitude de voir, on va dire, avec des héros. Et alors peut-être je fais une sucette, mais je trouve que l'idée d'en faire un personnage en surpoids, je sais pas pour vous, mais c'est quand même assez intéressant, surtout à une époque où déjà on essaye de faire d'un culte du corps dans les comics. Océane, qu'est-ce que tu en penses, toi, par exemple ? Bah oui, clairement, c'est une super idée, surtout quand on voit toutes ces évolutions et aussi le fait de montrer que non, le poids n'est pas un obstacle et qu'on peut être une femme hyper accomplie et faire à peu près autant de choses, peu importe ton poids, en fait. Du coup, il y a une dimension assez body positive, un peu avant l'heure, un peu à l'époque où c'était pas encore trop dénué de son sens. Mais justement, j'aime l'idée que Marston se dise, peu importe le corps de mes héroïnes, elles peuvent faire ce qu'elles veulent, et je trouve que c'est un message un peu d'empowering féminin qui était encore assez rare à l'époque, même si on sait qu'à l'époque les critères physiques étaient quand même un petit peu différents d'aujourd'hui. Mais c'est pour ça qu'après, moi, ma légère déception, c'est que on connaît encore très peu d'héroïnes au sens du terme, qui soient en fait en surpoids comme Etta, parce qu'on a beaucoup de sidekicks et tout ça, mais entre guillemets, et sans dévaluer leur valeur, elles restent des sidekicks. Moi, je rêve du jour où une Wonder Woman sera jouée par une actrice qui fait du 42-44, parce que ce serait tout à fait possible. On voit comment une actrice comme Melissa McCarthy, elle est capable de foutre des tatanes en acier dans un film comme Spy, et là, elle a fait aussi un film de super-héros pour Netflix.
Et je trouve justement que notre époque se prêterait vraiment très bien à ce que maintenant, au-delà de toutes les personnes qui entourent l'écosystème de Wonder Woman, ce soit Wonder Woman directement qui a un autre type de représentation. Et j'en parlais déjà il y a quelques mois sur France Inter avec Arnaud, mais lorsque une illustratrice avait fait des illustrations d'une Wonder Woman en plus size, et ben ça avait été un concert de plaintes et de moqueries qui était franchement grossophobe et hyper misogyne. Donc je pense que ce serait bien aussi que maintenant on ait un peu plus d'exemples à ce niveau-là. Parce que Etta Candy, c'est une chose, mais c'est vrai que ce serait bien aussi si ça pouvait s'appliquer à un petit peu plus de personnes. Oui, bah ça on est d'accord. De toute façon, on est dans une époque où les mentalités commencent à évoluer petit à petit. On a réussi à faire accepter des trucs qui a. C'est peut-être je sais pas, je m'y connais pas trop en comics, ça me semble risible, mais quand tu vois que Thor ou Aquaman, ils en ont fait des mecs barbus, chevelus, qui ressemblent pas du tout à leur modèle des fois de comics. Je pense surtout à Aquaman quand même, qui ont donné une origine non blanche, ce qui est quand même assez fort parce que le mec, je me souviens dans les comics, il est quand même blond aux yeux bleus. On peut se penser quand même la question que on est en bon chemin, mais il va falloir encore du temps. Et c'est vrai que l'image de la femme prend tous les jours des coups. Et j'ai envie de dire, elle riposte tous les jours. Et dans cette riposte, une autre bonne idée de Wonder Woman, c'est d'avoir fait non pas une demoiselle en détresse, mais un damoiseau en détresse. C'est Steve Trevor. Karl, est-ce que tu veux nous en parler en bon damoiseau que tu es, toi ? Bien sûr. Alors le défaut principal de la version de 41, parce que vu que Wonder Woman a été rebootée, ça a été changé, mais dans la version originale, Steve Trevor tombe sur l'île comme on voit dans le film, et Wonder Woman, après 20 minutes d'avoir vu cet homme inconscient, décide qu'elle est follement amoureuse de lui et qu'elle fera tout pour lui, et décide donc de partir l'accompagner dans le monde des hommes pour le ramener en sécurité. Mais non. Alors, malgré ce défaut, ça reste un mec qui, lui, est en danger, et alors, il tombe au milieu de cette île de femmes, et c'est les femmes qui décident de le sauver, et on en désigne une pour être la championne, qui le mènera, et qui l'aidera à continuer son combat, parce que, comme dans le film, il était au milieu d'une mission, et c'est pour ça, d'ailleurs, que son costume a ces couleurs-là, parce que sa mère lui tend son costume en lui disant tu porteras les couleurs du seul dernier pays démocratique qui existe encore dans le monde en 41, donc la Grande-Bretagne est très contente, elle lui file le drapeau américain. D'accord. Très bien. J'ai envie de dire, on en a fini avec cette première partie. On va se retrouver après une petite pause. Et comme petite pause musicale, qu'est-ce qu'on a choisi ? On a choisi tout simplement le thème de Wonder Woman, la série télé. Donc on se retrouve dans quelques minutes. À tout à l'heure. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels. Après une première partie où on est revenu sur les origines du personnage, qu'est-ce qui fait sa mythologie, ses alliés, ses ennemis, eh bien on va passer à l'évolution de cette série. Et c'est une évolution qui s'est fait un peu en grande pompe et de manière désastreuse avec tout simplement la mort de Marston en 1947. Et ça a apporté des gros changements, n'est-ce pas Karl ? C'est ça, et avec sa mort se termine le premier âge d'or de Wonder Woman, qui va avoir une grosse traversée du désert. Alors déjà, on va refiler le bébé à pas mal de scénaristes qui savent pas quoi en faire. On a parlé de 3 femmes qui ont participé à la création du personnage, qui n'ont été créditées que ces dernières années, qui seront écartées du projet. Pour vous donner une idée de l'état du comics à l'époque, Billie Jean King, qui est la tennisman qui avait gagné la tenniswoman du coup, qui avait gagné la bataille des sexes entre le numéro 1 et la numéro 1 au tennis, avait une tribune, les Wonder Women de l'histoire, où elle racontait tous les mois une femme exceptionnelle de l'histoire pour, encore une fois, donner l'exemple aux petites filles. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez être n'importe quoi. Et après la mort de Marston, c'est devenu un numéro pour expliquer quelle robe choisir pour se marier. Ce qui est pas exactement la même vibe. Et donc il y a eu beaucoup d'exemples de ça. Et pendant près de 40 ans, des scénaristes vont continuer à se passer le bébé, et parfois même avec les meilleures intentions, vont rater le truc. Dans les années 60, Denise O'Neil fait perdre ses pouvoirs à Wonder Woman pour montrer à quel point que sans pouvoir, elle peut continuer à être forte, elle peut continuer à casser des gueules. Sauf que le personnage le plus emblématique féminin de l'histoire des comics perd ses pouvoirs, elle réapprend à se battre auprès d'un mec, et elle se retrouve dans des intrigues d'espions où elle devient une bimbo pour les couvertures.
Donc même avec les meilleures intentions, il a fini par cocher le quintet plus de tout ce qu'il faut pas faire pour avoir un personnage féminin. Ah oui, je vois ça, effectivement. Donc, pendant 30-40 ans, DC n'a juste pas su quoi faire avec ce personnage, et c'est la série à télé qui va sauver le personnage, et dans les comics et dans la pop culture. Le comics était à la limite de l'annulation en permanence. Ah, Arnaud, je vois que tu veux rebondir sur cette partie un peu sombre de la période de Wonder Woman. Non, mais juste parce que j'aime beaucoup Denis O'Neill, c'est Mike Sekowsky, le mec qui lui fait perdre ses pouvoirs. Du coup, c'est Denis O'Neill, c'est quelqu'un de vachement mieux quand même. C'est pas. Je sais qu'il est bon. Je me suis planté, pardon. Non, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'il lui fait perdre tous ses pouvoirs, que ça devient et qu'elle a un sidekick du coup asiatique qui lui apprend le kung-fu, et c'est un peu raciste aussi clairement pour l'époque. Mais déjà avant, en fait, t'avais Robert Kanigher qui avait repris, alors qu'il avait un petit peu densifié le propos sur les origines mythologiques, mais qui paraît, voilà, comme l'a dit Karl, en fait, savait pas trop quoi faire de ce personnage. Et puis il y a quelque chose juste en fait de quasiment un petit peu en même temps, c'est qu'à l'époque il y a quand même aussi la Justice League ou la Justice Society of America qui est créée, et Wonder Woman elle a quand même le rôle de secrétaire là-dedans. Oui. C'est ce genre de rabaissement en fait qu'on donne à elle a quand même la première grande super-héroïne de l'histoire, donc effectivement c'est une très très mauvaise période pour elle. Alors que moi, personnellement, j'aurais mis en secrétaire celui qui peut que parler aux poissons. Hein. C'est que mon avis, mais entre celle qui a la méga force et le mec qui parle aux poissons, à un moment, faut choisir. On est donc c'est justement elle la plus forte. Et oui. Et il y avait pas Superman avec elle, c'est ça? Non, c'est la toute première équipe, c'est une longue histoire. Très bien, et on n'a pas le temps, je comprends. On est maintenant dans les années 70, et là dans les années 70, il y a un petit truc, les auditeurs l'ont entendu pendant la pub, c'est Wonder Woman, la série télé, la fameuse qui a relancé, j'ai envie de dire vraiment cet univers, cet univers graphique. Océane, toi je suppute que tu l'as vu, en tout cas en partie cette série. Qu'est-ce que tu en penses? Où on est? J'ai pas trop vu en fait cette série, j'ai dû en voir 1 ou 2 épisodes, mais vraiment au pif. En fait, à la base, je voulais juste réagir aussi sur le fait qu'il y a un élément très intéressant, et je pense que Vesper pourra m'appuyer là-dessus, c'est qu'il faut savoir que la décennie 50 a également été marquée par l'arrivée de la Comics Code Authority. Et ça fait suite à un bouquin d'un monsieur qui s'appelle Frederick Wertham, qui avait pas l'air d'être une bonne personne humaine, j'ai envie de dire, parce qu'il a publié un livre qui s'appelle La séduction de l'innocent, et qui en fait est une vraie charge contre les comics et contre leur impact. Et le fait est que ce livre a eu un énorme impact négatif sur Wonder Woman. Donc on parlait tout à l'heure de la perte de ses pouvoirs, du fait qu'elle redevient qu'elle est une secrétaire, qu'on lui demande de choisir sa robe de mariée et tout ça. En l'état, ce livre et ensuite la création de Comics Code Authority, ça a fait aussi beaucoup de mal au personnage, ce qui va appuyer, je pense, ensuite un peu la dimension un peu plus empowering qu'elle va reprendre dans la série de Linda Carter, avec Linda Carter, et qui joue beaucoup sur cette notion de Jiggle TV. Donc la Jiggle TV, c'était quoi? C'était ce courant de séries des années 70 dans lesquelles, je vais pas vous faire un dessin, les femmes avaient des poitrines et elles couraient, et les poitrines faisaient un effet de boing boing. C'est un peu de là que vient le jiggle. Et en soi, Wonder Woman fait un peu partie de cette série de séries avec justement Charlie's Angels, où on avait des femmes à la fois très libres et très fortes, et qui avaient des rapports avec la gente masculine, qui étaient à la fois un peu... qui s'affranchissaient parfois un peu des hommes, mais qui quand même par moment devaient un peu leur obéir et faire équipe avec eux. Très, très bien. Vesper, tu voulais aussi rebondir sur le Comics Code Authority. Tu trouves que c'est quelque chose qui a du coup été violent, je pense, pour le personnage de Wonder Woman? Exactement, parce que Océane et moi nous sommes connectés, donc on a pensé à la même chose en même temps. Et oui, ça a aussi eu effectivement un grand impact là-dessus, et d'où le fait que le côté vraiment féminisme a encore plus été mis entre parenthèses. Donc entre ça et la mort de Marston, ça fait un sacré coup dans les années 50 pour le personnage qui va perdre effectivement un peu tout ce qui faisait sa saveur, malheureusement. La série au niveau des comics a été menacée, comme ça a été dit, d'être arrêté plusieurs fois, et puis au final un peu sauvé avec cette histoire d'adaptation en série télé qui allait bientôt
qui allait bientôt arriver. Et puis je pense qu'aussi DC n'était pas bête que s'ils arrêtaient en fait les droits, ils allaient perdre les droits et ça allait repasser en fait aux descendants de Marston. Et je pense que c'est pas quelque chose dont ils avaient envie déjà à l'époque, vu la manne financière que ça peut représenter. Mais sinon la série, alors j'ai pas vu tant d'épisodes que ça non plus personnellement, mais on peut la remercier sur effectivement l'impact qu'a eu le personnage mondialement, quoi. Enfin, il y a vraiment énormément de personnes en France qui ont découvert la série quand elle a été diffusée. Enfin, chez nous, elle a été diffusée plus tard, parce que aux États-Unis, c'était vraiment fin des années 70. Mais ça se passait. Au début, ça se passait dans les années 40, et après, ça a changé de chaîne et ça se déroulait dans les années 70, parce que faire une série dans les années 40. Ouais, c'était une série d'époque, du coup, déjà. Forcément, au niveau de la reconstitution. Exactement, pour rendre hommage donc à ses origines et à tout ce côté Seconde Guerre mondiale. Mais vraiment, la série a eu un impact incroyable. Enfin, Linda Carter, c'est dingue de voir vraiment tout l'amour que les gens lui portent encore maintenant pour un rôle qui va lui coller, qui lui a collé et qui lui collera à la peau toute sa vie, quoi. Sachant qu'en plus, c'était même pas elle qui était un peu le premier choix. Des studios. Je me rappelle que c'était, je me rappelle comme si j'étais là, mais façon de parler, que c'était une autre actrice qui a joué après dans Blade Runner, qui s'appelait Joanna Cassidy, et au final c'est donc Linda Carter qui a été et qui joue aussi dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Mais c'est vrai qu'elle se ressemble en plus. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça me semble assez évident. Elles ont vraiment un look très similaire. Donc du coup voilà, c'est plus ça. On peut vraiment remercier la série d'avoir sauvé Wonder Woman sur des milliards d'aspects. Est-ce qu'on peut dire que cette série, malgré que ça soit un projet commercial, ça reste quand même une série en partie féministe, parce qu'elle a permis justement de nouveau cet empowerment sur une nouvelle génération de petites filles, ou pas du tout? Oui. Pour moi, c'est Attends, Karl, laisse Vesper et je te donne la parole juste après. Vas-y, Vesper. Navré. Non, je voulais juste dire que pour moi, c'est aussi féministe que dire que, par exemple, les Spice Girls, c'était féministe, tu vois. C'était à toi de te dire, est-ce que tu veux voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Oui, c'est du marketing, oui, ça fait de l'argent. En attendant, le girl power, ça a permis à plein de... C'est à la fois cynique, et de l'autre côté, ça a permis à plein de petites filles d'avoir des super modèles de représentation et de se dire qu'elles étaient capables de faire des choses. Donc je pense que c'est vraiment plus une question de point de vue. Alors Karl était moins nuancé que moi, je vais laisser enchaîner. Non mais Karl, t'as coupé la parole, alors maintenant vas-y, dis-le que tu kiffes. Désolé, il y avait du lag, je l'ai pas fait exprès. Oui, on lag beaucoup, c'est vrai, vas-y. En vrai, la série, oui, a ses défauts, mais il y a des messages, il y a quand même une ironie assez acide, à pas mal de moments, pas mal de commentaires, où notamment, je pense à la première saison, j'ai pas tout vu, mais j'ai un peu vu de chaque saison, les mecs vont se trouver très intelligents en étant assez condescendants et méprisants, et Wonder Woman en général aura une réaction qui fait « Ah oui, très bien », et qui part en sachant très bien que soit elle a laissé une explosion partir, soit qu'au final c'est elle qui gagne. Il y a quand même une certaine acidité, on reste sur une volonté d'aller du côté des femmes face à un mur de mecs un peu cons. Oui, d'accord, je vois l'idée. Bon, en tout cas, comme dit Vesper, on peut voir le verre à moitié vide, à moitié plein. La série a quand même un impact considérable sur le personnage, qui le repopularise de nouveau dans la tête de beaucoup de gens. Et l'autre période qui va permettre la redynamisation de ce personnage et donc la réécriture, c'est l'année 87 avec Georges Pérez. Arnaud, est-ce que tu veux nous parler un peu de ce renouveau du personnage ? Ouais, et juste pour finir sur la série télé, moi un truc qui m'aura toujours fasciné, c'est que la saison 1 et la saison 2 donc, se passent pas à la même époque, il y en a une dans les années 40 et l'autre dans les années 70, c'est que ils ont quand même gardé le même acteur pour jouer Steve Trevor dans la saison 1 et Steve Trevor Jr. Dans la saison 2 en fait, et voilà, ça me fait juste marrer comme truc, parce que c'est ultra malaisant du coup qu'elle est aussi avec Adrax, le fils de l'autre, bah oui. Non, justement, ils évacuent ça assez vite avec le fils. Ça devient assez platonique, il me semble. Ah d'accord, dans ce sens-là. Tu m'as fait peur pendant 2 secondes, je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte? Très bien. Alors, par contre, le même truc, et qu'elle remarque pas que c'est la même tête. Ah oui, non, ça oui. Bon, oui, vas-y.
Le renouveau, oui, ce qui se passe, c'est que dans les années 80, DC quand même constate que tout ce qu'ils ont publié depuis les années 40, ça commence à peser lourd, qu'il y a un problème donc de ce qu'on appelle la continuité, qui est un peu le principe que chaque numéro publié, chaque histoire racontée, techniquement peut être réutilisée par la suite, et donc il y a une grande fresque temporelle. Sauf que à force d'avoir multiplié les aventures qui se passent sur des terres différentes et tout ça, ça devient bordel. C'est toujours le bordel d'ailleurs aujourd'hui, mais déjà à l'époque c'était le bordel. Donc ce que va faire, donc c'est Marv Wolfman et George Perez vont faire en gros un crossover qui s'appelle Crisis on Infinite Earths et qui va vraiment mélanger toutes les terres parallèles que DC Comics avait créées pour faire un grand blockbuster ultime. Et à la fin, il n'en reste plus qu'une. Donc une seule terre, du coup, qui devient vraiment la terre principale où tous les héros ont leur propre continuité. Ça permet de réintroduire, en fait, de redonner des origines modernisées à tous les personnages qui existent. Donc notamment, tu as John Byrne, par exemple, qui va aller sur Superman faire son Man of Steel. Et puis donc, on a George Perez qui va faire un run sur Wonder Woman qui, je pense, aujourd'hui, reste quand même la lecture ultime à faire sur le personnage, puisqu'il reprend les éléments qui avaient déjà été créés avec notamment sur l'aspect mythologique, mais il va vraiment faire une sorte un peu de soap dramatique où les divinités ont vraiment leur rôle à jouer dans la vie de Wonder Woman, mais aussi des Amazones. Il y a vraiment une sorte de lien qui est un peu ultime pour moi. Ça va vraiment développer des personnages aussi avec quelque chose d'un contexte qui est beaucoup plus moderne. Et surtout, George Perez, c'était une bête de dessinateur, quoi. Je trouve que c'est dans les comics oldies ça reste quelque chose qui a extrêmement bien vieilli et donc c'est encore un régal pour les yeux, quoi. Je crois que c'est en 2 ou 3 tomes que ça a été réédité en VF chez Urban Comics pour les intéressés, mais c'est vraiment une lecture à mettre en toutes les mains et qui est fondamentale pour ce qu'est aujourd'hui Wonder Woman. Très, très bien, mais ça a l'air très intéressant. Et je vois qu'en plus, dans cette réécriture, il y a aussi une nouvelle approche qui est plus mythologique, Océane. On parlait dans la préparation de l'émission qu'il y a l'hydre, il y a la réécriture de Cheetah. Est-ce que tu peux en parler de comment ça se passe à ce niveau-là aussi ? Oui, du coup, maintenant, on a un rapport plus mythologique, avec des origines totalement différentes pour à peu près tout le monde, y compris Diana, qui se découvre de nouveaux membres de sa famille, donc notamment Ares, qui devient son demi-frère, et il me semble que ce n'était pas forcément le cas auparavant. Oui. Donc c'est toute une réécriture qui reparle aussi de manière très intéressante de la famille et de justement comment réincorporer de nouvelles sortes de conflits, cette fois pas forcément avec des menaces extérieures, mais avec des menaces qui viennent de sa famille. Et en soi, je trouve que c'est une approche hyper intéressante parce que ça met quand même Diana à rude épreuve sur la manière dont elle doit essayer de vaincre ses ennemis, comment tu réagis si jamais tu devais tuer ton frère par rapport au moment où tu dois tuer juste un dieu. En soi, c'est hyper différent et c'est une approche qui, je trouve, est plus intéressante que l'approche initiale de Marston et qui montre à quel point, en matière de mythologie, on sent qu'il y a plein d'approches qui sont testées autour de Diana, et notamment avec sa mère, avec son demi-frère. Et justement, ça permet aussi de consolider son statut en tant que déesse, et ça la rend à la fois plus accessible, parce qu'elle a des soucis de famille comme à peu près tout le monde, en même temps encore plus inaccessible, parce qu'on lui crée des origines encore plus divines. Et je trouve que ça joue un peu sur les doubles tableaux, et c'est pour ça que à la fois, je trouve que c'est vraiment une idée hyper cohérente avec DC Comics qui te propose littéralement des dieux, en fait. C'est-à-dire que Superman et Wonder Woman, c'est littéralement des dieux et le but, c'est à la fois d'un peu les humaniser et en même temps de te faire prendre conscience, grâce à leurs origines, entre autres, que c'est des gens qui sont vraiment au-dessus de la mêlée, quoi. Je vais laisser la parole à Karl, mais moi, je repense toujours à cette phrase qu'il y avait je crois, c'est dans Kill Bill, où c'est le concept que, en gros, chez DC, c'est surtout les dieux sont cachés parmi les hommes. Et peut-être qu'avec Perez, on atteint enfin vraiment cette idée-là pour Wonder Woman aussi. Karl, toi, tu voulais donc rebondir sur cette réécriture du mythe de Wonder Woman ? Oui, ce qu'il a apporté aussi, c'est avec des petites variations sur certains symboles. On parlait des bracelets ou de l'origine même des Amazones qui changent un petit peu pour moderniser. Ce qu'il a apporté aussi dans l'écriture des Wonder Woman, c'est que c'était une écriture sérialisée. C'est que les numéros menaient les uns avec les autres, que les relations avec les personnages étaient développées. Par exemple, Diana, quand elle arrive dans le monde des hommes, elle crèche chez 2 femmes. Une mère célibataire et sa fille, enfin une veuve et sa fille.
et qu'on voit leur relation évoluer au cours des 60 et quelques numéros du run de Perez. Et c'est ça aussi qui va permettre de réattacher le public à Diana et aux comics, c'est de pouvoir suivre son histoire, parce que pendant les années qui ont précédé, pendant des décennies, les comics étaient transformés en rom-com avec Steve Trevor. Est-ce qu'elle va l'épouser? Est-ce qu'elle va pas l'épouser? Du coup, avant le Crisis on Infinite Earth dont parlait Arnaud, DC a mis fin à cette histoire. Bon, ils se sont mariés, et donc on recommence avec une nouvelle Wonder Woman dans ce nouvel univers qui, elle est carrément avec un Steve Trevor qui a 55 ans, donc il n'y a même pas d'histoire amoureuse avec lui. Il propose vraiment un renouvellement de la façon de lire Wonder Woman, et même des intrigues possibles avec elle pour pas recommencer ce qui s'est fait pendant 40 ans. Et même Vas-y, pardon, excuse-moi. Pardon, il me semble, faudrait que je vérifie, je suis pas sûr à 100%, mais au générique du premier film Wonder Woman de Patty Jenkins, Marston et Perez sont les deux seuls scénaristes remerciés. D'accord, bon, alors là, à voir sur le générique. Moi, je voulais finir, avant qu'on conclue cette partie, sur l'aspect peut-être plus sanglant, plus animal, qui se dégage de ce que Perez a amené. C'est Wonder Woman, c'est un personnage qui peut tuer si nécessaire, et qui donc est un peu plus violente dans les faits que ses homologues masculins, à savoir Batman et Superman. Vesper, est-ce que tu trouves que cette idée amenée par les runs de Perez se ressent encore aujourd'hui dans ce qu'on imagine de ce personnage, surtout vis-à-vis de ses deux collègues masculins? Oui, bien sûr. Alors après, moi, je veux pas. Alors, j'allais dire, qu'est-ce qu'on peut spoiler dans ce qu'on On par va rapport parler de Wonder Woman 84 84 après. ou pas. Alors peut-être pas tout spoiler, mais si t'as des choses à dire dessus, vas-y. Mais on va, voilà, par rapport à cette histoire de tuer, en fait, ce qui est dans l'un des héros, enfin des méchants. Personnage de Wonder Woman 84, on a Maxwell Lord qui est incarné par Pedro Pascal, et en fait ce qui est l'un des faits marquants dans l'histoire de Wonder Woman, c'est que justement dans les comics donc de Perez, elle le tue, et elle lui brise la nuque pardon, et ce qui lui du coup elle est un peu désavouée par Superman et Batman qui la jugent du haut de leur grande philosophie de nous ne tuons personne et c'est mal, parce que du coup Superman était sous le joug en fait de Maxwell Lord en fait. Donc du coup c'était pour le sauver qu'elle avait fait ça. Donc elle se retrouve un peu punie, et elle est un peu en retraite pour mise au coin pour réfléchir à sa vie suite à ça. Et c'est effectivement quelque chose qui va être vraiment très marquant par rapport au perso, quoi. C'était déjà quelque chose qu'il y avait aussi dans le premier film. Est-ce que peut-être c'est de la philosophie de comptoir que je propose là, en n'ayant pas lu les comics, on peut se dire que c'est aussi une vision féministe de se dire que c'est bien beau des fois de dire faut pas tuer, faut pas être violent et ça, mais que quand des fois il y a une vraie menace, il faut savoir se salir les mains, et que là peut-être il y a que les femmes qui peuvent vraiment comprendre le rapport vraiment à la vie, à la mort en fait. Je sais pas si c'est vraiment une histoire pour le coup de personnage féminin ou pas, hein, parce que quand tu compares à d'autres persos, voilà, Arnaud fait encore la une fois, j'ai pas lu le comics. Moi, je prends que ce que vous venez de me dire tous les uns les autres par rapport à ce que vous dites. N'ayant pas lu, c'était une idée. Ouais, hein. Si vous me dites oui, non, sûr. c'est non. Il y a pas de problème, les gens. Hein. Non, c'est vraiment les deux, on va dire, c'est plutôt les deux autres qui ont leur propre vision bien arrêtée sur le sujet, mais je vais laisser Arnaud continuer. Non, mais sans appeler ça de la philosophie de comptoir, je pense que tu vas peut-être chercher trop loin là-dessus, et que c'est plutôt le côté que c'est des guerrières quand même, quoi. C'est quand même des guerrières. Les Amazones, c'est un peuple qui a dû fuir, qui est justement des personnes qui ont tenté de les mettre en esclavage. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a une certaine forme de violence qui devient légitime aussi pour se défendre contre toute menace, et que en ce sens-là, c'est vrai que Wonder Woman n'a jamais eu ses deux parents tués devant ses yeux et juré qu'il y aurait plus de mort de son vivant. Elle n'a pas été élevée par un couple de familles américaines du Kansas très très propre sur elle, machin. Donc il y a peut-être aussi, comme elle n'a pas évolué aussi dans le monde des hommes, techniquement, peut-être une forme de rapport à la mort qui est différent, tout simplement, où elle ne voit pas les choses de la même façon, au-delà de son seul statut de femme. Le fait, c'est que c'est une déesse aussi, et une demi-déesse, on va dire, en fonction des origines qu'on lui donne. Et quelque part, elle est un petit peu au-dessus, tu vois, elle est un peu plus qu'humaine quand même, et tu peux imaginer que
voilà. Après, c'est pas comme si c'était non plus, enfin, contrairement à ce que je pense à Snyder qui avait montré une photo où tu la vois se trimballer avec 3 têtes coupées à sa ceinture. C'est pas ça non plus en fait. Et quand elle tue, c'est parce que c'est le dernier recours en fait. Et elle le fait pas par plaisir ou quoi que ce soit. Et c'est justement parce qu'elle estime que il y a un acte vraiment à faire et que c'est nécessaire et qu'elle est la seule capable de le faire sans se désavouer. Que c'est pour ça que c'est elle qui va le faire. Tu vois, Maxwell Lord, quand elle lui brise la nuque, faut pas croire que ça n'a pas été controversé à l'époque. Et quand elle le fait, c'est vraiment parce qu'il y a vraiment pas le choix. En fait, hein, faut relire tout ça dans Infinite Crisis, quoi. Très bien. Océane, est-ce que toi aussi tu as envie de dire que j'ai dit des bêtises et de la psychologie de comptoir? Alors non, je vais être sympa. Non, mais il faut savoir aussi que les années 80, c'est le début de la troisième vague féministe avec des formes de contestation un peu plus punk aussi, un peu plus rock'n'roll. Et en ça, Wonder Woman aussi, elle prend un peu de cet aspect-là parce que le fait de tuer, effectivement, elle ne le prend pas à la légère. Hein, c'est pas comme le disait Arnaud, elle va pas aller poser avec des têtes coupées non plus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que Snyder, la mort de Zod dans Man of Steel, il a voulu s'inspirer de la mort de Maxwell Lord dans Wonder Woman. Je trouve que le parallèle est très intéressant et je pense que c'est peut-être la version à laquelle Snyder s'identifie le plus parce qu'effectivement, on sort aussi un petit peu de l'aspect Marisou un peu propre sur elle. Donc la Marisou qui est un terme quand même assez sexiste qui désigne une femme qui est capable de tout faire sans trop d'entraînement. Donc c'est pas du tout le cas de Wonder Woman qui a eu un entraînement comme toutes ses camarades sur Themyscira. Mais on sort d'une dimension peut-être un peu plus sage en ce qui concerne la violence qu'auparavant. C'est sûr que ça choque, mais je trouve aussi que ça s'inscrit dans le changement des mentalités de l'époque. Parce que on a quand même, les États-Unis ont quand même vécu plusieurs guerres. Il s'est passé plein de choses assez hard. Et c'est vrai que la décennie 80 a été pour moi une vraie fracture. Et c'est ce que, on en parlera un peu tout à l'heure, mais c'est ce que arrive plus ou moins bien à montrer Patty Jenkins dans Wonder Woman 84. Je trouve que c'est intéressant, vu ce qui s'est passé en 80, qu'elle choisit cette décennie-là précisément. Mais en ça, c'est un peu une décennie du chaos. Avant que les 90 ne viennent plier le game définitivement. Mais du coup, le fait que Wonder Woman devienne un petit peu le reflet des États-Unis qui sont plus en crise et qui ont moins de scrupules à tuer, je trouve que c'est très cohérent avec le pays qu'est les États-Unis en fait, parce que Wonder Woman c'est certes une héroïne qui vit sur Themyscira, mais en soi, ça reste quand même un modèle plutôt américain dans les valeurs qu'elle promeut. Et du coup, tu peux te dire qu'effectivement, de passer un peu de cette sorte d'optimisme à la fin des guerres mondiales pour finalement virer peut-être plus violente et avec moins de concessions, en soi, c'est un peu la trajectoire d'un pays. Mais de toute manière, je pense que n'importe quel super-héros est un excellent reflet du pays dans lequel il est écrit et des auteurs qui l'écrivent. Et clairement, tous les héros de DC ont quand même cette dimension, quoi. Mais merci à toi, Océane. Je trouve que c'était très complet cet avis. On en a terminé avec la partie, on va dire, 70-80 de Wonder Woman. On va se retrouver après une dernière pause musicale pour les dernières décennies de la carrière de la super-héroïne et sa réinvention une nouvelle fois par le cinéma et les comics. Et en parlant de cinéma, pour la pause musicale, on a choisi ce que je pense être l'une des meilleures musiques du DCEU, l'un des rares thèmes qui est réussi et qui est iconique au demeurant du personnage, mais c'est le thème de Wonder Woman, tout simplement. On se retrouve juste après. De retour dans Hyperlink pour cette dernière partie, votre cocktail de bulles et de pixels où on continue sur Wonder Woman. Alors après un Wonder Woman Origin, après un Wonder Woman Evolution, j'ai envie de dire que là on arrive sur Wonder Woman Révolution et cette révolution, elle passe par quelque chose qu'on appelle dans le monde des comics le New 52, le New 52. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? À quoi ça sert? À quoi ça rime, Arnaud? Infinite Earth, grosso modo, ce que je vous disais, c'était que voilà, DC Comics a souvent eu des problèmes de continuité et d'accessibilité, surtout pour les nouveaux lectorats. Et tout simplement, les New 52, c'est le premier vaste reboot en fait depuis Crisis, depuis les années 80. Et donc le principe c'est
à l'époque, on redémarre tout à zéro, c'est-à-dire que toutes les séries en cours sont arrêtées, elles reprennent toutes au numéro 1, et sauf que on part du principe en fait que tout ce qui a été publié auparavant en fait ne compte plus. Maintenant, à partir de Batman 1, Wonder Woman 1 et tout ça, DC annonce que grosso modo, c'est juste que ça fait 5 ans que les super-héros sont en inactivité, et donc voilà, ça a fait un petit peu un grand bruit à l'époque, puisque les personnes qui lisaient des comics de DC depuis, je sais pas, 5-10 ans, d'un coup se disaient, en fait, ça fait 10 ans que je suis des aventures en série en continuité, et d'un coup tout vient de disparaître. Et donc par contre maintenant on a le recul dessus pour voir qu'il y avait d'excellentes choses, et notamment avec Wonder Woman, c'est le scénariste Brian Azzarello qui s'occupe de cette relance avec Cliff Chiang au dessin, et qui va vraiment là nous faire nous exposer une sorte de lutte fratricide entre les dieux de l'Olympe, avec notamment la question d'un premier en fait du Firstborn, en fait, qui est grosso modo le premier enfant que Zeus aurait eu avec une mortelle, qui est qui va décider de prendre d'assaut l'Olympe, et en même temps Wonder Woman qui découvre en fait qu'elle a une nature divine, qui doit protéger un jeune enfant qui est encore une fois issu de l'union de Zeus, le plus gros queutard de l'Olympe, avec une autre femme. Et donc voilà, et ça va être assez génial, parce que même dans la réinvention des dieux de la mythologie grecque par Cliff Chiang, c'est des profils complètement atypiques. Par exemple, Arès, en fait, c'est un vieux briscard qui ressemble à Brian Azzarello, qui est erré dans des villages en Afrique, où justement il s'amuse en fait à des guerres entre les différentes populations, des guerres tribales très, très, très sales, quoi. Hadès, c'est un petit garçon qui a un visage fait de bougies. Poséidon, c'est une sorte de gros poisson. Enfin voilà, c'est vraiment tout un univers qui est réinventé, et surtout une saga de long cours qui va vraiment durer sur je ne sais plus combien de dizaines de numéros, enfin vraiment un vrai récit fleuve en fait, et qui pour moi est la deuxième meilleure chose presque à lire sur Wonder Woman, après le George Pérez, sachant que dans la décennie avant les New 52, il y avait quand même eu des auteurs comme Greg Rucka ou des autrices comme Gail Simon qui avaient aussi fait du très bon boulot sur Wonder Woman. Et donc voilà, c'est le point d'entrée moderne, on va dire, le plus accessible qui a été fait pour la décennie 2010. Très bien. Vesper, tu voudrais rebondir un peu sur le New 52 ? Oui, je me suis permis de dire que c'était le feu. Effectivement, c'était mon point d'entrée. Pour le coup, sur les comics pour Wonder Woman, j'avais lu quelques one-shots. D'ailleurs, j'avais parlé avec Arnaud de Hideki Taya, que j'aime beaucoup sur le personnage, et qui fait pas peur, parce que c'est plus ça dans les comics, c'est que quand on n'a pas la chance d'être des grands spécialistes comme Arnaud ou Karl, des fois on sait pas par quel bout les prendre. Et quand on aime bien Wonder Woman, je pense que commencer par le New 52, c'est vraiment sympa. Les nouvelles origines sont vraiment cool. Donc, comme on dit, c'est vraiment des origines mythologiques. Donc, il est dit que en fait, cette histoire de elle qui a été modelée dans de l'argile, ce qui était donc censé être sa véritable origine. Donc, on dit qu'en fait, c'était un mensonge en fait, et qu'elle est bien la fille d'Hippolyte et de Zeus, et que ça a été comme quoi notre première version de l'histoire en fait n'était qu'un mensonge pour un peu la protéger de la colère d'Héra en fait. Donc j'aime bien l'idée de reprendre en fait ce qui a vraiment été dit, et de le retwister au lieu de carrément dans le reboot en fait. C'est assez pertinent comme idée. Je trouve ça super beau aussi. Enfin vraiment les dessins sont superbes. C'est vraiment cool, et ce côté vraiment elle devient il y a tout ce côté God of War pour ceux qui aiment bien la mythologie, qui est vraiment super sympa. Enfin c'est vraiment une grosse, c'est un gros coup de cœur de mon côté. C'était vraiment plein de Très bonnes bien. idées. Karl, moi je me souviens quand on a fait notre petit conducteur pour l'émission, tu m'as dit en rigolant, est-ce que la version de Brian Azzarello elle est assez machiste ? Non. Alors en parlant de ça, c'est intéressant parce que donc ça veut dire qu'on pourrait se penser que c'est une vision machiste. Et pourquoi tu penses que on pourrait penser ça, et pourquoi ça ne l'est pas ? Non, j'avais fait le rapport avec Frank Miller, qui lui a vraiment une vision machiste de Wonder Woman, qui la représente en gros comme une lesbienne qui a juste besoin de rencontrer le bon mâle alpha pour être mis dans le droit chemin. Grosso merdo, c'est comme ça qu'il la voit. Ouais, c'est super comme vision, oui.
Azzarello s'en rapproche sur le côté où elle est où sa Wonder Woman est plus violente, où on parlait de la Wonder Woman qui tue, les Azzarello sont plus sanglants que la majorité des comics Wonder Woman. Avec surtout un ton, il y a un poids dans... je suis pas très fan des dessins, mais il y a un poids dans les couleurs et les ombres qui est assez lugubre à travers le run d'Azzarello. Notamment le passage de Ketabaz quand on va aux enfers, qui est peut-être le moment le plus mémorable pour moi. D'accord. Et alors là, donc, on a donc cette vision donc assez dark, mais qui est quand même plutôt intéressante sur un plan visuel, sur un plan mythologique, comme vous l'avez tous dit. Et là arrive un truc, c'est encore une espèce de soft reboot qui s'appelle Rebirth, qui arrive en 2016. Océane, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce truc-là ? Qu'est-ce que ça change encore ? Parce que là, on en est quand même dans notre émission à 3 reboots de cet univers, mais là, pas vraiment. C'est un peu compliqué pour un non-lecteur comme moi de l'univers DC. Alors je vais pas te mentir, moi non plus, j'ai plus compris grand-chose, très honnêtement. Mais ce qui est intéressant justement, c'est le fait que DC, c'est quand même des spécialistes de relaunch, de numérotation qui repart à zéro, de nouvelles origines. Et en fait, ce qui est problématique, c'est que pour revenir un peu sur une situation un peu de liseuse comme moi, c'est qu'au d'un moment, quand il y a tellement de versions, t'en as juste un peu marre, quoi. T'as juste envie que ça dure au moins le temps qu'il faut pour t'habituer à cette continuité-là. En l'occurrence, ici, on te rajoute un frère jumeau à Diana, ok. On te rajoute 2-3 trucs par-ci, par-là. Mais en soi, moi, Rebirth, je pense que c'est là que j'ai un peu lâché DC Comics, en fait, parce que ça me saoulait que tous les 2-3 ans, on t'annonce que tout repartait à zéro. C'est peut-être aussi symptomatique du fait qu'à force de vouloir... reprendre un lectorat, vouloir tout recommencer, le fait est que maintenant la continuité en comics c'est ultra compliqué et on a l'impression que s'il y a un statu quo qui dure un peu trop longtemps, il y a cette peur que les lecteurs n'adhèrent pas, mais je parle pour moi, mais si tu me dis que tous les 2-3 ans les origines d'un personnage vont changer, je vais lâcher l'affaire, quoi. J'en peux plus, enfin... Et du coup, c'est pour ça que là, je te réponds ça, parce que je sais un peu les grandes lignes que je viens de dire, mais sinon que j'ai pas trop lu. Parce que au bout d'un moment, j'ai déjà tellement de choses à rattraper que si tu m'ajoutes une nouvelle version en plus, je m'en sors plus, quoi. Malgré le fait que c'est sûrement des très bonnes personnes qui ont écrit ça, mais maintenant c'est limite si pour Wonder Woman je vais pas juste m'accrocher à quelques one-shots par-ci par-là, en attendant que DC se dise ok, on va créer une continuité qui dure un peu plus longtemps qu'ensuite, tu vois. Arnaud, est-ce que ce Rebirth il a des conséquences, toi tu trouves, toi qui est quand même du coup qui suit toutes ces continuités, par exemple le frère jumeau, est-ce que ça donne un aspect, un petit Wonder Boy qui va l'aider un peu dans ses quêtes, ou est-ce que on voit que DC commence à perdre de nouveau un peu le contrôle sur ce personnage, sur l'envie de créer des choses? Non, alors pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, Rebirth, donc c'est pas non plus un reboot qui va remodeler toutes les origines. Grosso modo, si tu veux, par rapport à ce qu'on a abordé sur le New 52, Rebirth, c'est la tentative de DC d'expliquer et de corriger éditorialement les erreurs qui ont été faites avec le New 52. C'est-à-dire que quand ils ont dit on a tout effacé de ce qui existait avant, ça leur a posé plein de problèmes de cohérence, notamment sur le fait que Batman était censé avoir eu 3 sidekicks, 3 Robins en l'espace de seulement 5 ans, ça tenait plus, et ils avaient grosso modo inventé une histoire pour justifier pourquoi en fait il y avait ces incohérences temporelles, et l'idée c'était juste de dire en fait tout compte quand même un petit peu, voilà. Mais j'entends carrément que ça peut paraître compliqué quand t'as pas compris en fait cette mécanique d'éditeur américain et la façon dont les comics fonctionnent. C'est de toute façon le truc qui empêche beaucoup de gens encore aujourd'hui d'aller lire des comics, alors qu'en vrai, est-ce que c'est si compliqué d'expliquer que voilà, il y a eu juste un gros fight avec plein de terres parallèles, qu'à la fin il y a Dr Manhattan qui a rebooté en zappant 50 de trucs? Bah non, c'est super simple, voilà, c'est super, voilà, je vous ai pas du tout perdu en disant ça. Ça m'a l'air compliqué quand même, moi je t'avoue, pour moi. Parce que... Non, mais t'inquiète, c'est compliqué, c'était de l'ironie. Mais par contre, alors le truc c'est que le début de Rebirth, par contre, c'était Greg Rucka qui était déjà un excellent auteur sur Wonder Woman, qui avait repris et qui a tenu grosso modo pendant toute la première année. Là-dessus, ça reste quand même
une très bonne histoire qui mêlait à la fois il y avait un arc qui s'appelait Wonder Woman Year One, qui était un excellent point d'entrée parce que ça retraçait vraiment la première année d'activité de Wonder Woman, et là ça modifiait pas tant que ça les origines, c'est juste une façon de les réécrire une nouvelle fois, et c'était très efficace. Et l'autre, c'est un arc qui était situé plus dans le présent et qui l'opposait à Cheetah, qui était basé sur la thématique du mensonge et tout ça. Tiens, ça me rappelle quelque chose d'ailleurs, on va peut-être en parler après. Mais par contre, c'est vrai qu'après, une fois que Greg Rucka est parti, il y a eu un très gros passage à vide où ils n'ont pas trop su mettre quels bons écrivains ou écrivaines sur le titre. Le truc de Jason, son frère jumeau, c'est de la merde, voilà, c'est nul, ça ne sert à rien. Mais en même temps, ça intervient, tu vois, au sein d'un ensemble d'histoires qui est pas ouf. Et pourtant, il y avait eu un moment d'espoir puisqu'ils ont ramené pendant un moment l'autrice J. Willow Wilson, qui est la co-créatrice de Kamala Khan chez Marvel. Donc, ouais. et ça, c'est une série qui a non seulement eu un énorme succès populaire, mais aussi critique, avec des Eisner Awards remportés. D'ailleurs, en Indé, elle est aussi nommée et primée aux Eisner, donc c'est une très bonne autrice. Sauf que là aussi, il y a eu, en fait, si tu veux, un éditorial chez DC qui savait plus trop quoi faire par rapport à son impulsion initiale en 2016, et qui fait que Wonder Woman, elle est tombée un petit peu en désuétude là les 3 dernières années, quoi. Clairement, entre 2016 et 2017 c'était bien, et entre 2017 et 2020 c'était vraiment pas ouf, et 2021 il y a de nouvelles équipes qui arrivent et qui vont peut-être, si Dieu le veut, faire de bonnes histoires. Oui, car pour te rassurer, Cédric, il y a un nouveau reboot qui est en train d'avoir lieu là. Ah c'est pas complètement un reboot, c'est oui. pas complètement un reboot. Bon, c'est pas complètement, mais reboot. il change encore les trucs, quoi. Je suis rassuré que du coup, je ne vais peut-être pas aller sur le run principal, mais sur les 7 stories. Écoute, on dit là que depuis maintenant quelques années, dans les comics, c'est un peu la berne pour Diana, mais il y a un autre média sur lequel Diana Prince est revenue, hein, j'ai envie de vous dire, et là, j'ai envie de dire, là, c'est là où on touche à peut-être un plus grand public, c'est les films du DCEU, c'est Wonder Woman et Wonder Woman 84. Alors, on va commencer du coup par le film de 2017, Wonder Woman. C'est Patty Jenkins qui est à la réa, qui est la réalisatrice entre autres d'un film qui s'appelle Monster, qui avait fait un petit bruit à l'époque. Est-ce que c'est... Oui, c'est pour ça que j'ai mal fait. Un petit bruit à l'époque. Océane, est-ce que pour toi, cette vision de Patty Jenkins, elle est intéressante? Est-ce qu'elle est banale? Qu'est-ce qu'elle apporte? C'est intéressant parce que ça reste, mine de rien, l'une des premières héroïnes adaptées au cinéma. On pense peut-être à Catwoman, Titeuf avec Halle Berry. Il y a eu aussi Elektra, mais disons que c'était pas forcément du même... il n'y avait pas eu le même budget, les mêmes ambitions en tout cas. Du coup, je trouve intéressant Patty Jenkins, surtout que son précédent film Monster avait valu un Oscar, je crois, à Charlize Theron, qui était méconnaissable dedans. Et du coup, Patty Jenkins arrive et on sent tout de suite qu'elle s'entend très bien avec Gal Gadot. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, parce que les deux ont l'air d'avoir la même vision de Diana, qui est plutôt bienfaitrice, déesse de la paix, une source d'inspiration pour les enfants, et qui ne passe pas forcément par exploser la tête de méchants terroristes contre des murs d'une banque, comme l'a fait Zack Snyder. Mais on sent que c'est une approche peut-être un peu plus family-friendly, là où Snyder, qui était un peu sur le personnage en même temps avec Batman vs Superman et sa Justice League, il a voulu en faire un personnage quand même un peu plus violent. Et du coup, moi, je disais dans ma critique que vous pouvez retrouver sur Hyperlink que je préférais l'approche de Patty Jenkins, parce que pour moi, c'est une plus grande porte d'entrée pour le personnage, et surtout, elle peut parler à plus de gens, parce que ça pourrait être hyper facile de créer des héroïnes un peu plus adultes, mais ça, on en a plein. Par contre, des héroïnes pour enfants et pour petites filles, ça, c'est déjà un peu plus rare. Du coup, je trouve que... ce que fait le premier film, en tout cas, est plutôt honnête, et qu'il y a une sorte de naïveté qui se dégage. Et on sent que l'une des grandes sources d'inspiration de Patty Jenkins, c'est quand même le Superman de Richard Donner. Et je trouve qu'à l'époque qu'on vit, qui est plutôt cynique, et on vit dans une société, comme le dit le Joker de Jared Leto, mais je trouve que c'est une approche qui va à contre-courant, qui
qui se fait très rare maintenant. Et même si le résultat du premier n'était pas parfait, en fait, je trouvais qu'il y avait une âme qui s'en dégageait et qu'on sentait qu'elle filmait Wonder Woman avec ce fameux female gaze qui fait qu'elle s'intéressait plus à ses compétences qu'à son physique. Et ça, c'était quand même une immense bouffée d'air frais, quoi, par rapport à d'autres versions où c'était clairement aussi son physique qui comptait, quoi. Ah bah, moi, je vais vous laisser la parole, mais à titre personnel, ce film, je trouve, c'est un des trucs les plus réussis des DCEU, parce que, comme tu le dis, il n'est pas cynique et il n'essaye pas d'être forcément sombre ou ultra terre à terre. Et au contraire, il propose une vraie... c'est le monomythe, mais avec un personnage féminin, ce qu'on voit rarement au cinéma, et ça fait très plaisir de voir cette évolution de personnage. Vesper, je vois que tu dis mille fois oui à tout ce qu'a dit Océane. Donc toi, tu te reconnais aussi dans cette vision du personnage. Clairement, pour le coup, j'attendais énormément de Wonder Woman quand il est sorti. On l'avait vu juste avant un an avant dans Batman v Superman, mais forcément, on ne voyait que les extraordinaires robes de Gal Gadot et on la voyait aussi un peu en action, mais forcément, j'attendais d'en voir plus. Et j'ai pas été déçu. Bon, le dernier tiers est un peu moisi. Hein. On va pas non plus dire que le film mérite tous les 10 sur 10 du monde. Mais la vision de Patty Jenkins est vraiment super, et on s'en rend d'autant plus compte quand on fait le comparo après avec ce qu'en ont fait Whedon et Snyder. On parle quand même d'une femme qui n'est pas sexualisée pour rien. Tout le début sur Themyscira, c'est vraiment super. Enfin, on voit vraiment ce côté, ça transpire de tous les côtés. Ce côté, c'est Paradise Island, mais elles vivent leur meilleure vie, elles s'entraînent, et moi vraiment j'en avais la gorge nouée d'émotions quand j'ai vu ça la première fois, parce que j'ai trouvé ça génial. Et pendant tout le film, il y a aussi beaucoup ce côté, on va lui reprocher beaucoup aussi sa naïveté, parce que c'est un peu, on va dire que c'est pas toujours cohérent le fait qu'elle maîtrise beaucoup de certains sujets, mais pas tout. Mais je vois que ça dit Team Robin Wright voilà, dans le chat. Mais oui, effectivement, c'est... Pas de souci. Tu parlais de la naïveté du personnage qui lui a été reprochée. Oui, la naïveté du personnage. C'est ça, c'est-à-dire qu'elle va maîtriser certaines choses, mais pas tout. Donc des fois, elle te dit qu'elle l'a pris dans des livres, et puis après, elle va s'extasier devant un bébé. En attendant, c'est un personnage ultra positif qui fait un bien fou, et je pense que de toute façon je suis pas la seule à qui ça fait un bien fou. C'est encore, à sa sortie, c'était le film réalisé par une femme qui avait fait le plus gros score au box-office, et maintenant les deux seuls qui sont passés devant, c'est Captain Marvel et Frozen 2, qui ont tous les deux en fait été co-réalisés par des femmes avec un homme. Donc au final, en trichant, on peut dire que c'est encore lui. que c'est encore ce film-là qui est numéro 1. Ouais, vas-y. Donc c'est ça, c'est ce qu'on a. Pardon, c'était ce que disait Océane, c'est qu'on a vraiment besoin d'une héroïne positive aussi pour les petites filles, pour la suite, et que Patty Jenkins vraiment l'a réussi. De cet aspect-là était je vraiment trouve réussi. aussi, tu parlais du bébé, mais moi j'ai envie de dire, c'est pas parce que tu lis les choses dans un livre, quand tu les vois en vrai, tu peux pas avoir un extase parce que tu vois les choses pour la première fois. Donc moi ça me posait pas de problème dans le récit, mais je peux comprendre que le fait d'avoir un personnage avec un peu de candeur, ça soit problématique dans un univers global qui est un peu sombre. Et en parlant d'univers global, j'ai envie de vous dire, on parlait du film de 2017, mais comme tu l'as dit, avant, le personnage est apparu dans Batman v Superman, et après il est revenu dans la Justice League. C'est une vision plus masculine, que ça soit la vision de Snyder ou de Whedon. Karl, qu'est-ce que tu trouves de différent dans ces visions-là, en fait, par rapport à la vision de Jenkins ? Alors déjà, Snyder et Whedon ont leurs propres obsessions. Snyder va plus aller vers le côté mythologique, quand Whedon va plus aller vers le côté compassionnel. Je pense par exemple au moment où Wonder Woman voit les bleus de Batman, et on voit sa réaction qu'elle se dit ah oui, lui quand il se prend un coup, il prend vraiment un coup. Donc, chacun a son petit délire là, mais Océane a utilisé le terme female gaze. C'est tout de suite quand ça va être réalisé par les Whedon et Snyder, avec, on le sait pour le Justice League, 250 costards cravates derrière qui disent quoi faire dans un film d'équipe où c'est Batman qui associe tout le monde. Alors, moi, j'ai trouvé dans la Snyder Cut, elle est inexistante. Oui. Elle donne le coup final, mais à part ça, elle est juste là pour dire on va faire une équipe. Dans la version Whedon,
l'écriture de Whedon lui donne des reliefs qu'est la page chez Snyder, notamment dans le fait que, alors du coup elle fait un peu la maman du groupe, mais elle a l'air d'en avoir quelque chose à faire des autres membres du groupe. Mais on peut le raccorder au fait que Whedon, il est quand même, enfin, il a toujours eu un attrait pour les personnages féminins assez fort. Donc même s'il doit gérer plein de persos masculins, on voit que c'est ce qu'il a écrit avant a permis, entre autres, je pense peut-être de devenir ce personnage. Quoi. Quand tu vois Buffy, quand tu vois même Firefly, tu vois, c'est des personnages. Il y avait déjà des personnages féminins forts, même quand elles avaient des fois des rôles secrétariales entre guillemets. Il en faisait des personnages existants et forts. J'ai envie de lire là que maintenant, on a parlé du film de 2017, arrive un autre film qui est sorti cette année, qui sort actuellement là en Blu-ray et DVD dans tous les bons commerces qui peuvent être ouverts et les points de vente en ligne. C'est Wonder Woman 1984. Alors, Océane, Karl, on en a parlé tous les trois, avec aussi notre autre membre Ariane que l'on salue lors d'une critique qui est en ligne sur tous nos réseaux, vous pouvez la retrouver. Donc je vais plutôt donner la parole à Arnaud et Vesper. Qu'est-ce que vous pensez de cette vision de Wonder Woman 1984, Arnaud ? Très bien. Non, je rigole. Non, après, en vrai, à l'heure où on enregistre là, j'ai fait un podcast de 2 heures justement pour en parler, donc j'aurais aussi le sentiment de me répéter par rapport à ce que j'ai dit. Du coup, je fais de la pub, je hijack votre émission pour dire d'aller sur First Print dès la semaine prochaine pour retrouver. Mais du coup, je vais laisser Vesper donner son avis plutôt. Ben alors Vesper, mais Arnaud, c'est fini, tu ne parles plus. Désolé. C'est le bonus, Arnaud qui parle pendant 2 heures de Wonder Woman à côté, c'est pour ça. Oui, alors juste, je me permets de rebondir une seconde avant d'enchaîner sur le film pour remettre un peu Whedon, où maintenant on en est un peu revenu de ce côté homme providentiel, papa de Buffy et tout, pour mille et une raisons, déjà pour ce qu'il a fait sur Avengers, et après le moment où on s'est rendu compte à quel point c'était une merde humaine. Donc voilà, c'était pour le fait qu'il fallait le mentionner, ça m'aurait fait mal qu'on reste sur cette idée l'idée sur laquelle on était tous il y a encore pas si longtemps, hein, comme quoi c'était un mec formidable qui écrivait très bien ses persos, et puis quand on voit ce qu'il a fait aussi entre autres de Black Widow, moi je parlais plus par rapport à Snyder, hein. Je l'ai comparé l'un à l'autre, hein. C'était vraiment ça, le traitement du personnage dans les deux visions. Oui, je sais. Oui, bien sûr, mais ça me faisait mal qu'on reste là-dessus et qu'on passe à Wonder Woman 84 sans placer. Tu as raison. Sans placer ça, c'est pour ça. Mais sinon, eh bien, écoutez, Wonder Woman 84, c'était compliqué, hein. Pareil, j'en attendais beaucoup. Et puis, c'était pas bien, voilà. Donc ça dure un peu moins de 2 heures pour vous donner mon avis, mais plus sérieusement. C'est parti en série B, mais pas dans le bon sens du terme. Moi, je veux bien. Moi, les délires kitsch et tout, je veux bien. Je pense que le film aurait pu être bien en fait, je pense qu'il y a une espèce de... Il veut trop en faire dans le même film. Donc, du coup, je pense qu'il aurait fallu se concentrer à la rigueur que sur Cheetah ou que sur Maxwell. Mais faire les deux, ça met un peu de Cheetah à côté qui, du coup, en fait... ne sert qu'à faire un cosplay de Cats dégueulasse et passer à autre chose. Et c'est dommage parce que j'adore Kristen Wiig, que Cheetah est quand même aussi une méchante emblématique dans l'univers de Wonder Woman, qui aurait eu moyen de faire un peu un truc sympa sur effectivement l'opposition entre les deux femmes, sur leur pouvoir, on aurait pu faire plein de choses, et on se retrouve juste avec un petit catfight, littéralement du coup un catfight mouillé sur le dernier tiers, et qui finit en eau de boudin, et c'est que des gens qui, en plus le pire c'est que par exemple Chris Pine, tu vois qu'il est heureux d'être là. Donc c'est pas mal, voilà, lui au moins il est content de faire son truc, mais ça justifie pas plus ce qui se passe. Je trouve que c'est mal amené, ça sert à rien aussi. Déjà tout le côté, de toute façon de base, tout le deuil de Diana par rapport à Steve, autant dans le premier Wonder Woman je trouve ça beau, et après à un moment tu te dis, quand ils te remettent ça dans Wonder Woman 84, et qu'en plus après ils te remettent ça dans Justice League, t'es là, sœur, c'est bon, tu l'as connue une semaine il y a 100 ans, passe à autre chose.
Mais bon, ça c'est peut-être moi, je suis peut-être pas assez romantique, je ne sais pas. Mais c'est plein de bonnes idées, mais enfin plein d'idées qui auraient pu être bonnes, mais qui au final font un espèce de brouillon, gâchis quoi. Donc, Ouais. Je suis assez triste. Surtout vis-à-vis de l'image que tu avais du plus premier. Plus triste qu'énervé, on va dire. Bah c'est ça, c'est que je m'attendais pas non plus à Citizen Kane, mais je pensais que ça allait au moins un minimum tenir la route et ouais, pas du tout quoi. Tout est fait au détriment de tous les persos, et pour le côté en plus années 80, on en parlait un petit peu en off. Ça sait pas trop ce que ça veut quoi. C'est le niveau marketing, ça a été brandé. En mode vibe néon, donc qu'on se tape déjà depuis 10 ans là, en mode petite nostalgie tout. Moi très bien, moi ça me va hein, si tu parles là-dedans, mais du coup dans le film ça se ressent pas tant que ça. Donc c'est un peu étrange, ça donne un peu la vibe Suicide Squad de le film est comme ça et il est marketé différemment. Donc je sais pas, il faudrait que je le revoie, mais là, à part la déception, il n'y a plus rien d'autre dans mon corps. Océane, tu voulais rebondir un peu sur Gal Gadot et donc peut-être son rôle vis-à-vis de tout ça. Bah oui, parce qu'au fond, ça semble être quand même elle aussi qui tient pas mal de poutres. Alors, à défaut de la trouver bonne Wonder Woman et bonne Diana, je trouve que, voilà, je suis dans ma critique, mais pour moi, son jeu manque un peu de relief. Au moins, ça semble être quelqu'un qui a les intérêts de son personnage à cœur. Et c'est bon quand même de rappeler que Whedon avait voulu détruire sa carrière si elle ne se pliait pas à ce qu'elle disait par rapport au scénario que Whedon avait écrit après le départ de Snyder. Donc je trouve ça quand même intéressant de voir que à la fois Wonder Woman c'est censée être une femme extrêmement forte et tout ça, et qu'en même temps encore dans le milieu des années 2010, ton personnage était susceptible d'être modifié par un homme qui n'avait rien à branler de ce que toi en tant qu'actrice tu en penses. Et ça reste quand même une preuve assez prégnante du sexisme qui existe encore à Hollywood. Et puis surtout parler du fait que Joss Whedon avait failli faire un film Wonder Woman ô combien sexiste quand on a vu son script. En 2009, ouais. Et que certaines de ses idées, certaines de ses idées, il avait voulu les mettre dans Justice League, me semble-t-il, avec notamment le lasso, si je dis pas de bêtises, quand Aquaman s'assoit sur le lasso et qui dit des choses, et je crois que c'était Steve Trevor qui devait s'asseoir dessus, ou un délire du genre, en gros, où un mec avouait que c'était un gros perv face à Wonder Woman, parce qu'apparemment, c'est ça que nous voulons recevoir, nous, en tant que femmes, hein. On adore quand c'est pas de choses qui se passent. Mais tout ça pour dire que c'est quand même bien de rappeler que peu importe mon appréciation de l'actrice tant humainement que artistiquement, ça a quand même l'air d'être quelqu'un qui tient à son personnage, qui a l'air de vouloir se battre pour. Et à mon sens, c'est peut-être pour ça que j'ai quand même envie de voir ce que ça va continuer entre elle et Patty Jenkins, puisque maintenant, elles sont entre guillemets débarrassées de toute interférence snyderienne ou whedonienne. Donc maintenant, elles vont pouvoir peut-être regarder vers l'avenir de manière un peu plus sereine pour le personnage. Et je pense que on a tout à y gagner, parce que autant je pense qu'avoir plusieurs visions d'un personnage, c'est très utile. Et puis ça permet au public d'avoir plusieurs repères et d'avoir plusieurs clés d'attachement et de compréhension pour un personnage. Autant je trouve que quand on avait à la fois Snyder, Whedon et Jenkins un peu qui s'en mis un peu les pinceaux sur la vision du personnage, au final Wonder Woman perdait un peu son humanité, c'était juste un vecteur d'idées, un peu comme l'a été à mon sens Rey Skywalker sur la postlogie Star Wars, où selon qui il écrivait ou quoi, elle incarnait tel ou tel personnage sans avoir vraiment de personnalité à elle. Et là en l'occurrence, j'espère vraiment que pour l'avenir au moins Wonder Woman va enfin se trouver une vraie personnalité de A à Z, et qu'on va pouvoir voir ses pouvoirs de manière beaucoup plus intéressante que le fait que le 84 montre qu'il y a des pouvoirs qui n'étaient pas forcément exploités au maximum comme ça l'était dans les films de Whedon. Très bien. Et de Snyder. On va finir notre émission, mais avant, dernière question, comme tu l'as très bien dit toi-même, quid du personnage, quel avenir pour le personnage? Donc on a compris toi tes craintes et tes attentes maintenant aussi pour ce personnage. Vesper, toi, qu'est-ce que tu attends pour ce personnage, que ça soit en film, en comics, parce qu'on est quand même sur une période un peu mi-figue mi-raisin
de ce qu'on comprend. Donc, sur quoi on peut partir maintenant? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Écoute, oui, comme Océane, espérer un bon Wonder Woman 3 sans de l'équipe Jenkins Gadot. Après, maintenant j'ai plus confiance en rien, je ne sais pas, mais non, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Je pense que j'essaie d'apprendre à ne plus avoir trop d'attentes pour être moins déçu. C'est comme ça dans la vie. Hein. Après niveau comics, alors j'ai pas lu les Rebirths. Moi je me suis arrêté au New 52, donc je saurais pas. Je saurais pas vous dire ce que dans quelle direction ça part, mais en tout cas, on va dire au niveau de l'impact du personnage, au moins cette arrivée en fanfare au cinéma aura permis quand même d'asseoir un peu et de la remettre au premier rang en tant que personnage fort de la pop culture. Et c'est bien de un peu remettre les points sur les i et les barres sur les t, de se dire bah voilà, en fait Wonder Woman c'est ça. Là elle fête ses 80 ans cette année, donc il est temps un peu de rappeler toute l'histoire qu'elle a, et que justement si seulement son histoire chaotique, on va dire, de son récit, des différents rôles qu'elle a obtenus, si ça pouvait un peu servir d'exemple pour tous les personnages féminins, et ne pas perdre de vue que même un personnage qui a été créé un peu dans un but féministe, encore une fois le féminisme des années 40 d'un mec qui voulait qu'elle soit fallait que ce soit un modèle pour les petites filles parce qu'elles soient fortes comme Superman, mais il fallait aussi qu'elles soient très belles, parce que c'était ça aussi l'idée, mais que que tout ça serve pour continuer en fait d'inspirer tous les rejetons un peu de Wonder Woman dans la pop culture actuelle, que ce soit en comics, ciné ou série. Très bien, merci à toi. Arnaud, est-ce que toi, quel avenir tu espères pour le personnage? J'ai le droit de parler, c'est bon, T'as le droit, c'est bon, tu es dépuni. Non, alors du coup, sur le côté cinéma, ce que je pense, c'est que tout reste à faire du coup, puisqu'on est dans la fin d'une impasse narrative, vu qu'on se situe dans le passé, il y a pas d'enjeu avec le présent, mais vu que le présent, il est à un point où de toute façon, a priori, le Snyderverse, c'est fini, donc techniquement, Jenkins, effectivement, et Gadot peuvent à la limite faire un troisième film qui se situe dans le présent et avoir les côtés plus libres qu'elle ne l'avait. Après, il y avait quand même plus de liberté sur Jenkins et Gadot sur le second film, vu le succès du premier. Elles ont quand même pu négocier leur salaire, je sais plus combien de fois à la hausse et tout ça. Et il ne faut pas aussi mettre de côté l'hypothèse, dure à entendre, mais qui est possible aussi, c'est que une Patty Jenkins en roue libre ou en totale liberté peut faire juste quelque chose de mauvais, en fait. Et Gal Gadot, c'est pas non plus une actrice formidable. Je pense à Kal-El No. Vous reviendrez peut-être que c'est quand même pas la plus grande actrice qui existe. Donc en vrai, franchement, on peut rebooter la licence aussi d'ici quelques années, avoir une autre actrice et voir ce que ça donne. Par contre, sur les comics, je suis vachement plus chaud parce que c'est quand même plus ce qui me motive dans la vie que les films. Et en fait, là, on est dans une période qui s'appelle Infinite Frontier, qui est assez particulière pour elle, puisque Wonder Woman, grosso modo, a un peu quitté le monde des mortels pour aller sur un plan de réalité supérieur. Il y a Becky Cloonan, qui est une très grande autrice, illustratrice, qui coécrit la nouvelle série, enfin qui écrit les derniers numéros, donc je suis assez curieux de voir ce que ça va être. Et sinon, il y a tout un pan de cette mythologie qui est en train de se développer avec une héroïne brésilienne qui s'appelle Yara Flor, qui est la nouvelle Wonder Girl, qui à mon avis a beaucoup de potentiel, en tout cas sur le papier. Et il y a un film d'animation qui arrive là dans quelques semaines qui s'appelle Justice Society World War II, qui nous amène à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, dans le Golden Age, avec une Wonder Woman du Golden Age. Donc je suis vachement plus chaud en fait pour tous ces projets-là que le cinéma qui, pour l'instant, en vrai, je t'avoue, je ne me fais pas plus vibrer que ça sur ce point de vue-là. Très bien. Et pour finir, j'ai envie de dire, on va commencer avec celui par qui tout a commencé. C'est Karl, vu que tu as tout lu, tout vu. Quelles sont tes attentes et tes espoirs, tes rêves? Déjà, j'ai vu dans le chat Sonel et Matine me faire remarquer qu'il n'y a pas encore eu de jeu vidéo solo sur Wonder Woman. J'allais le citer, effectivement, Sonel et Matine, qu'on salue. Donc ouais, un God of War Wonder Woman, ça pourrait être sympa. Après, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est depuis les années 40, le perso arrivait à des gens qui ne savaient pas l'écrire.
mais il a pu être sauvé par des gens qui avaient une vision. Et pour ça, pas forcément besoin que ce soit des femmes. On a dit co-créé par un homme, sauvé par Georges Pérez. Donc, faut fier le perso à quelqu'un qui a quelque chose à dire avec. Arnaud citait le personnage brésilien, il y a aussi d'autres personnages dont on n'a pas pu parler parce qu'il y a trop de trucs à parler, mais dans l'environnement de Wonder Woman, il y a une Wonder Girl, il y a Donna Troy, une ancienne Wonder Girl, donc il y a aussi le jour où peut-être que les Wonder Woman, Superman, Batman seront des persos un peu trop vieux et qu'il faudra les remplacer avec des nouveaux. Donna Troy et Wonder Girl sont des personnages que j'aime bien et que j'aimerais bien voir développer, peut-être un jour être les nouvelles Wonder Woman. Moi, c'est plus ça que j'attends, et avec des créateurs qui ont une vision, auxquels on peut fier le perso. Ben écoutez, merci à toutes et tous pour cette émission qui était vraiment passionnante pour en tout cas un noob comme moi des comics DC. J'ai appris pas mal de choses. Vesper, Arnaud, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Vesper, c'est quoi ton actualité? Tellement de choses. Non, pas tellement, mais du coup, suivez-moi sur Twitter, ce sera plus simple. Je pense que mon hâte est passé assez de fois pendant le live. Ça regroupera un peu de tout. J'avais fait un peu de Twitch. Il faudrait que je reprenne et quand je suis invité à des podcasts par exemple Arnaud Océane, je viens toujours avec grand plaisir pour raconter ma vie. Donc n'hésitez pas. Ce sera plus simple, je pense, Twitter pour Merci à toi. Tout ça. Arnaud, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ouais, la même, vous pouvez effectivement suivre sur Twitter mes 3 adresses, comicsblog.fr tous les jours pour l'actualité des comics et de leurs adaptations. Donc voilà, un site d'actualité, de chroniques, de reviews avec un point de vue de lecteur. First Print, la déclinaison de podcast, on va dire, de ce média où on invite aussi beaucoup de gens, donc des invités comme Océane ou Vesper pour parler de comics, de films, tout ça, mais aussi même des auteurs, des artistes, des éditeurs et tout ça. Donc on essaie vraiment de faire vivre la culture comics de la façon la plus prolifique possible, et aussi juste envie de faire un petit big up à une artiste qui s'appelle Elsa Chartier qui vient d'ouvrir sa chaîne YouTube et qui propose donc soit des analyses de cases de bande dessinée ou des concepts genre on reprend une scène de film, on essaie de la transposer en BD. Donc moi j'ai le plaisir de pouvoir travailler avec elle parce que c'est des vidéos en anglais, moi je m'occupe du sous-titrage et c'est ultra quali, et je pense que même si vous lisez pas de comics, ça peut grave vous donner envie de vous intéresser au médium de la bande dessinée, et vous allez voir, donc là vous tapez Elsa Chartier sur YouTube, vous tombez sur sa chaîne, la prod elle est ouf, je suis moi-même bluffé à chaque fois qu'elle montre ces trucs quoi, et je pense que ça pourra vraiment vous donner une petite passion pour le médium bande dessinée. Voilà. Eh bien, merci, ça a l'air vraiment intéressant. Je vais me pencher dessus dès qu'on aura fini notre émission. Chers auditeurs, chères auditrices, lecteurs, lectrices, écouteurs, écoutrices, que vous voulez, on est partout. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur nos différents réseaux, sur Twitter, sur notre Discord pour échanger et discuter avec nous. Retrouvez nos émissions en replay sur YouTube et bien sûr avec Micro Stockholm, chez qui nous mettons tous nos podcasts maintenant. Karl, est-ce que tu as quelque chose à dire vis-à-vis de Micro Stockholm? Parce que ça y est, on y est enfin et c'est toi qui as géré ça. Tu es content de cet accouchement? Je suis content. Si vous allez sur Ocha, vous avez des liens qui vous ramènent à Spotify, à Deezer et même à Podcast Addict. On me dit que des gens utilisent ça. Donc vous avez même des liens à ça. Merci. Abonnez-vous. Merci à toi, Karl. On en a fini avec Wonder Woman et là, dans 2 semaines, on va se retrouver pour un nouveau sujet. La semaine prochaine, on part à l'assaut d'une œuvre qui est colossale, qui a mis un coup de marteau sur tout le monde du manga et de l'animation. On va aborder donc vraiment un univers aussi bestial a pu remporter les faveurs du public, de la place du féminin dans ce récit. On décortiquera la cuirasse de cette œuvre qui a été une véritable charrette de Troie pour la culture japonaise dans un monde entier, et on reviendra au mythe originel de la série. Bref, je pense que vous avez compris. Dans 2 semaines, on va vous décrocher la mâchoire en parlant de Marco, Annie, Ymir, Historia, Connie, Sacha, Rainer, Bertolt, Jean, Armin, Mikasa et Eren. Dans 2 semaines, on va parler de l'attaque des titans. Voilà. J'ai envie de vous dire à la semaine prochaine, enfin de 2 semaines. Et merci à toutes et tous. Et n'hésitez pas à réagir à toute l'émission. Salut. Merci beaucoup. Salut.